les personnes que j'ai en face de moi qui achètent un bien immobilier, ils se posent même pas ces objectifs de base. Ils achètent un bien, ils savent pas s'ils veulent louer en nu ou en meublé, ils ont pas réfléchi à l'imposition. Si tu la réelle question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un revenu complémentaire ou de Ouais. patrimonialiser? Bonjour et bienvenue sur Parlons Immo, parlons bien. Je suis Thomas Pedini, agent immobilier sur le secteur de Toulon dans le sud de la France. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique essentielle pour vous qui êtes investisseur immobilier, à savoir quelles vont être les sociétés qui vont me permettre d'optimiser et booster mes revenus locatifs. Alors pour ça, on est avec Anthony Dunant, avocat au barreau de Toulon, et il va vraiment nous apporter son expertise dans ce domaine. Bienvenue Anthony. Bonjour Thomas, merci pour ton accueil. Alors avec Anthony, on se connaît, maintenant depuis quand même, quelques années. Quelques années, oui. On est de la même génération et pourtant on s'est pas croisés sur les bancs de l'école. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais sans doute à la fac de droit. J'ai pas fait fac de droit moi, mince. Bon moi j'étais plutôt dans le commerce. Anthony, tu es un enfant hiérois je crois. Tu nous racontes un peu, ton parcours Ouais, tout à fait, personnel, professionnel? je suis hiérois. Ensuite, j'ai fait mes études à Toulon, ma licence, de droit à Toulon, jusqu'en troisième année et ensuite je suis parti à Aix-en-Provence pour faire mon master en droit des affaires, master en droit économique plus précisément. Ensuite, j'ai fait un diplôme universitaire en fiscalité, un diplôme universitaire en entreprise en difficulté. Puis j'ai passé le concours d'avocat. L'école des avocats, c'est une école qui est à Marseille. Ça dure 1 an et demi et ensuite j'ai intégré un cabinet d'avocats à Toulon et D'accord et j'ai prét ça fait, bac plus combien? Tu es sur un bah, c'est master? un c'est un bac+5, tu as un master D'accord, 2 et ensuite 1 an et demi d'école en plus, donc ça fait 6 ans d'accord, et demi OK et là, tu globalement. savais déjà que tu voulais avoir une certaine spécialité ou pas encore? Beh, spécialité, c'est un mot qu'il faut faire attention parce que la spécialité, c'est un diplôme à part entière lorsqu'on est avocat, lorsqu'on a validé, D'accord, 4 ou 5 années d'expérience. On peut passer la spécialité dans un certain domaine. Donc moi, je peux pas parler de spécialité parce que j'ai pas ce diplôme complémentaire. En revanche, je peux parler d'expertise, c'est-à-dire que j'ai une activité qui a une certaine dominante, notamment en droit des affaires. Et pour répondre à ta question, oui, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, me démarquer dès l'université. C'est pour ça que je suis parti tout de suite dans le domaine du droit des affaires, fiscalité, entreprise en difficulté. d'accord. Alors pour tout vous dire, Anthony, on a bien remis le pied à l'étrier parce qu'il m'arrive du coup, sur notre secteur, de revendre, aussi des fonds de commerce. Dans les métiers de l'immobilier, on touche à tout. Donc c'est vrai que nous, agents immobiliers, on est quand même commerçants. On a un fonds de commerce, on est généralement dans des artères passantes, et donc on est amené à côtoyer, des commerçants autour de nous et j'ai vendu cette année un fonds de commerce et Anthony m'a super bien accompagné sur ça et c'est là où j'ai percuté et j'ai vu qu'on pouvait faire une émission vraiment, vraiment intéressante, parce qu'on s'est retrouvé sur un dirigeant qui vendait et un dirigeant qui achetait et c'est là où toi, tu as de suite eu une réflexion de: «Mais attendez, mais quel est votre patrimoine? Quelles sont vos sociétés?» et là, je me suis dit: «Mais en fait, le large des possibles, il est quand même gigantesque». Et oui, tout à fait. Bah, nous, au cabinet, donc c'est le cabinet du non-avocat à Toulon. On Un a cabinet que tu as créé. exactement, que j'ai créé en 2020. On a globalement 4 domaines d'activité. Petit 1, on rédige des contrats. Petit 2, on gère tous les contentieux relatifs à ces contrats. Petit 3, on gère et on accompagne les entreprises qui sont en Mmh. difficulté, donc sauvegarde, redressement, liquidation Malheureusement, en judiciaire. ce moment, Il y en a il doit y en beaucoup, avoir il y beaucoup, en a ouais. beaucoup, ouais. Et quatrièmement, on fait ce qu'on appelle du M&A, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises dans la structuration de groupes. On va parler de holding, je crois que tu voulais aborder le Ouais, sujet tout tout à à fait. l'heure. On peut parler de filialisation, de création de réseaux, et Mmh. cetera. Donc tout ceci dans un objectif de gestion patrimoniale, de structuration de groupes de sociétés, d'optimisation fiscale, d'optimisation pour la transmission aux enfants, et cetera. Voilà les 4 domaines du cabinet. Ton cabinet, du coup, vous êtes On est 2 combien? Vous êtes avocats ouais, avec David Vasseur. On s'est réparti les tâches. Lui, il s'occupe plutôt de la partie conseil, rédaction d'actes.
Et moi, en ce qui me concerne, je m'occupe plutôt de la partie contentieuse et accompagnement des entreprises en difficulté. OK. Alors du coup, quand je t'ai parlé, de ce projet d'émission de podcast, évidemment ça t'a tout de suite parlé. Comme je te le disais, moi j'ai souvent des clients, en face de moi. Ils investissent pour la première fois ou pas et ils commencent à me dire: «Bon, ben, moi, je vais acheter, en SCI, j'ai envie de faire, une holding», on va en parler, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que ça reste, quand même assez vague, parce ils savent qu'ils ont envie de faire en société, mais j'ai envie de te dire, ils savent pas réellement pourquoi. Des fois, la société, elle peut pas forcément avoir la bonne destination en fonction, de du type de location qu'ils vont faire, meublé, non meublé. Donc c'est vrai que ça serait bien qu'on balaye tout ça. Hem, Déjà pour démarrer un peu, l'émission, ça va être quoi l'avantage de créer une société quand on a des biens, d'investissement locatif? Alors, parfois, déjà, tu es obligé. Parfois, si tu veux investir à plusieurs, tu peux investir en nom propre, mais tu es dans l'indivision, ce qui est très peu recommandé. Donc, si tu as plusieurs, on recommande clairement le passage en société. Ensuite, au-delà, peut-être. L'indivision, ouais, on peut être embêté. Je veux vendre, l'autre ne veut pas vendre. Il y a beaucoup de problématiques sur l'indivision. Et oui, l'indivision, c'est le pire des régimes parce que ça nécessite d'être systématiquement d'accord sur toutes les prises de décision. Et s'il y a une mésentente, n'importe quel des associés peut provoquer le partage Mmh, du bien immobilier et donc la vente aux enchères. tout à fait. Donc, Après de multiples procédures, oui, longues voilà, et c'est très lourd, c'est très ouais, coûteux, c'est très long, donc c'est pas du tout, comment dirais-je? recommandées. Optimisé, ni Mmh. recommandé, voilà. Donc si on est plusieurs, il vaut mieux partir sous la forme d'une société. Être en société, ça permet, au-delà de ça, plusieurs avantages. Petit 1, ça permet d'optimiser fiscalement, c'est-à-dire qu'on choisit son régime fiscal, on l'adapte en fonction de son objectif d'investissement. Et ensuite, ça permet également d'optimiser la transmission pour les enfants. D'accord? Donc nous, au cabinet, on est régulièrement consultés, pour la création de sociétés dans un objectif de transmission et c'est D'accord, redoutablement efficace. bien sûr. Ça se distingue clairement de la détention en nom propre. Pourquoi? Parce que transmettre un bien en nom propre, ça implique de transmettre l'intégralité du bien, tandis que dans le cas d'une société, l'on peut transmettre une petite partie des parts sociales de la Tout à société, ce qui fait, coûtera beaucoup moins cher. tout à fait. D'accord? Ça rend service aussi quand on a, oui, plusieurs enfants. On peut Exactement. parler de démembrement, sont des choses on peut transmettre avant la fin de sa vie aussi. On peut enfin voilà, c'est Exactement, ouais, ouais, exactement. ouais. Le but, c'est d'anticiper, les donations se font nécessairement du vivant, du donateur. L'idée, c'est qu'il y a un barème fiscal, l'article 669 du code général des impôts, Mmh mh. qui indique en fonction de l'âge, la valeur en nue propriété et la valeur en usufruit. Et l'idée, c'est en règle générale, l'on donne, aux enfants plutôt la nue propriété, de sorte qu'au décès du vendeur, donc de l'usufruitier, Ils deviennent pleinement ils propriétaires. deviennent pleinement propriétaires sans avoir à payer les droits de succession qui auront été payés au moment de la donation. Mmh mh. Alors, ce qui va intéresser principalement, nos auditeurs aussi, évidemment, ça va être aussi tout un aspect, fiscal. Ça, on va avoir, finalement, à chaque fois des sociétés qui vont avoir, des différences entre elles et qui vont avoir des répercussions fiscales. Tu as Exactement. parlé justement donc, de l'avantage d'optimisation fiscale sur ces sociétés. Comment est-ce que tu souhaites, procéder du coup pour, raconter tout ça à nos auditeurs? Bah, alors, je peux essayer de vous montrer le raisonnement qu'on peut avoir avec un client en direct. Génial. Voilà. Donc l'idée, 1re question, c'est est-ce qu'il investit seul ou à plusieurs? Comme je vous le disais tout à l'heure. S'il est à plusieurs, on partira sur la société. S'il investit seul, on va encore, réfléchir et là, on va réfléchir sur l'objectif de l'investissement. Est-ce que ça va être un investissement pour faire de la location nue ou un investissement pour faire de la location meublée? OK. Est-ce que c'est un investissement dont l'objectif est d'avoir un complément de revenu, d'accord? Ou est-ce que c'est un investissement uniquement pour patrimonialiser, c'est-à-dire Pour se créer du construire un patrimoine patrimoine, ouais. et se créer un patrimoine Mmh. pour le Mmh. jour de la retraite ou Mmh. pour le transmettre et cetera? Souvent, les personnes que j'ai en face de moi qui achètent un bien immobilier, ils se posent même pas ces objectifs de base. Ils achètent un bien, ils savent pas s'ils veulent louer en nu ou en meublé. Ils ont pas réfléchi à l'imposition, et ils savent même pas s'ils souhaitent le garder, patrimonialisé. Donc ils savent pas s'ils veulent le garder longtemps ou s'ils veulent, hem, comment dire?
Pas le revendre, Le l'acheter le pour le revendre revendre. rapidement ou voilà. Donc Ben, c'est ou se créer un revenu supplémentaire. Parce que des fois, on a des gens qui sont jeunes. Moi, j'ai beaucoup de marins sur le secteur, Toulon, port militaire et il y en a plein, ils se disent: «Je vais placer mon argent, je suis souvent en mer. Le but, c'est de me créer un revenu supplémentaire». Donc ça rentre en ligne de bien compte, sûr, dans la création de société, ouais. bien sûr. Si tu la réelle question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un revenu complémentaire ou de Ouais. patrimonialiser? Ça fait vraiment une différence sur Eh la oui, création de la société derrière, ouais. eh oui, parce que si on a besoin d'un complément de revenu, à ce moment-là, il faudra opter pour un régime à l'impôt sur le revenu, Ouais. d'accord? Donc ça sera soit du en nom propre, soit en société, mais avec option pour impôt sur le revenu. Mmh. Si on a besoin uniquement de patrimonialiser, à ce moment-là, je conseillerais plutôt une option impôt sur les sociétés. Donc OK. société avec une option impôt sur les OK, sociétés. donc ça déjà, c'est très clair. Ah Eh oui, oui. super et du coup, quelles sont les sociétés qui vont pouvoir nous offrir l'impôt sur le revenu, déjà? Alors, alors, au-delà des sociétés, d'abord, il y a le régime en nom propre, hein, Oui, qui offre l'impôt sur le revenu. Alors là, en nom propre, c'est toujours pareil. Si on est en location nue, on sera soumis au régime foncier. foncier, Si on est en location meublée, on sera soumis au régime, des bénéfices industriels et commerciaux qui permet de déduire l'amortissement. tout On à pourra fait. en reparler après si Si tu on est veux. au réel, donc bénéfices industriels au commerce, et commerciaux, soit on est au micro-BIC, donc là, on a un abattement forfaitaire ou C'est alors ça, on fait le choix de passer sur un régime réel. Là, on va déduire toutes nos charges, tout ce qu'on peut, trouver, exactement. plus un tableau d'amortissement du bien, sur une durée de détention. En règle Heu, générale, on amortit le bien sur 30 ans, d'accord? Donc d'accord. ce qui veut J'ai dire, des clients qui l'ont fait sur 10 ou 15 ans, on peut bah, pas forcément à ma choisir? connaissance, c'est 30 ans. D'accord. Après, sans doute que OK. l'on peut jouer sur les durées d'amortissement. OK. Et le principe, admettons que le bien fasse 300 000 €, on va déduire, eh bien ça, pendant 30 ans le bien, ça veut dire, 10 10 000 € 000 par € tous an. les ans, ouais. OK. Voilà. OK. Donc ça permet d'avoir des charges déductibles qui ne correspondent pas à un décaissement réel. Et C'est oui. ça qui est intéressant. Et oui et donc du coup, souvent, les personnes qui sont, au BIC, au réel, ils payent pas d'impôts, heu, ou très peu. Très peu. Et oui Ouais, tout à fait. et l'avantage aussi, quand on est en nom propre sur ça, c'est là où il y avait quand même il y a la niche fiscale, du loueur meublé non professionnel au réel. Lorsqu'il y a revente, le tableau d'amortissement n'est pas réintégré, et donc du coup, c'est assez avantageux parce que du coup, il y a pas forcément d'imposition durant la durée de détention du bien C'est et ça. en plus, quand on revend, l'assiette reste minime si on fait une plus-value, et d'ailleurs, dans le projet de loi de finances 2025, il y avait ce souhait, de réintégrer ce tableau d'amortissement. Bon ça, j'en parle dans une Ouais, autre alors vidéo, c'est plutôt très fiscal, non, mais mais ça, c'est sur le nom propre, ouais. c'est Mmh. important parce qu'effectivement, ça reste extrêmement avantageux. Mmh. Donc le régime des loueurs meublés non professionnels reste très avantageux. Alors évidemment, il est bloqué à, de mémoire, on est à 23 000 € de Tout à revenus fait. locatifs par an. Au-delà, on passerait sous le régime professionnel et donc on serait assujetti à des cotisations sociales. C'est ça. Donc l'idée, si on a un petit appartement ou 2, on peut raisonnablement penser que les revenus locatifs soient inférieurs à 23 000 € par an. À ce moment-là, on l'achète seul. On S se met sous le bénéfice du régime des locations meublées non professionnelles. Tout à fait. On déduit l'amortissement du bien. On va déduire également les frais d'expert comptable pour, le bilan en fin d'année, le taux d'intérêt de l'emprunt, Les éventuellement les assurances travaux, P&O, les les voilà. travaux, ouais, tout à Et fait. l'idée, c'est que le montant des loyers, c'est-à-dire, partons du principe 20 000 €, sont entièrement absorbés par l'amortissement plus les charges réelles Mmh, et in fine, le propriétaire n'aura pas d'impôt, mmh. sur le revenu à payer. Donc, quand on a peu de biens et que donc entre guillemets «de petits revenus d'investissement locatif», ça c'est la niche fiscale par excellence. Exactement. Sauf si j'ai pas du tout envie d'être en indivision parce que, j'achète avec, mon cousin, mon frère, ma À ce femme, moment-là, on peut conseiller la SRL de famille. exactement. Ouais. On peut conseiller, alors sous réserve que l'on soit dans les critères, dans le champ d'application, hein, je crois que c'est de la Deuxième famille degré, 2 ou 3e degré, ouais, peu grand-père importe. et petit enfant, Donc l'idée, on peut, créer la SARL de famille et là, on va cumuler les seuils, c'est-à-dire que si l'on est 2 associés, le seuil maximum ne sera pas de 23 000 €, mais du coup de 46 000 si on est 3 associés, et cetera, et cetera. ouais, ça c'est pas un seuil global, mais vu qu'on est à Ça l'impôt sur le sera revenu, par associé. chacun a ses 23 000. Exactement. Ouais.
Ouais. Exactement. Ça, ce qui permet d'avoir au lieu d'avoir un ou 2 appartements, on aurait plutôt 3 ou Mmh. 4 appartements. J'ai l'impression, on en a parlé un peu avant l'émission, que la SARL de famille, c'est vraiment le combo parfait entre, nom propre et société. Est-ce que tu peux nous faire un beau laïus sur la SARL de famille? Oui, alors, l'avantage de la SARL de famille, c'est d'abord que c'est une société qui est à l'impôt sur le revenu. Ça signifie que les associés sont, enfin les revenus locatifs sont directement imposés au niveau des associés, au niveau de leurs revenus. Ça, c'est le premier point. Donc c'est un outil intéressant lorsqu'on a besoin de compléments de revenus. Deuxièmement, fiscalement parlant, c'est un régime qui est intéressant. Là aussi, comme pour la location, meublée, l'on bénéficie de l'amortissement du bien. D'accord? Donc on va payer un peu moins d'impôts. OK. Puisqu'on est sur un régime impôt sur le revenu, au moment de la revente, on ne va pas souffrir de l'amortissement du bien, c'est-à-dire qu'on bénéficiera de l'avantage des, plus-values des particuliers. Et oui, et oui. D'accord? Avec, l'amortissement par durée des tensions, Exactement. 22 ans pour la plus-value et 30 ans pour, les prélèvements sociaux. Il y a un adage, je t'en avais parlé, Oui, en droit, on dit qu'il est idéal de vivre à l'impôt sur les sociétés et de mourir à l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que l'impôt sur les sociétés permet de bénéficier de l'amortissement du bien, tandis que l'impôt sur le revenu permet de ne pas avoir à déduire l'amortissement pour le calcul des plus-values. ouais, génial, D'accord? Voilà. génial. Donc c'est ce petit, effet de levier-là. Donc je récapitule, hein. Cet effet de levier existe en nom propre sur les loueurs meublés non professionnels et dans le cadre des SARL de famille, Mmh. lorsqu'on fait de la location meublée. OK. D'accord? SRL de famille, est-ce que tu y vois des inconvénients, si on est dans ce cadre-là? Ou c'est tout Pas chousse? spécialement, hein, Non? à partir du moment où on rentre bien dans les critères, et que l'on a des revenus qui n'excèdent pas ces seuils qui sont multipliés en fonction du nombre Mmh. d'associés, il y a pas Mmh. d'inconvénient particulier, bien au contraire, Il y a sauf sur la question du gérant. Alors ouais, il y a des frais en plus à voilà, alors prévoir? il faut bien savoir qu'on reste quand même dans un régime de SARL. La SARL est dirigée par un gérant et que le gérant soit rémunéré ou qu'il ne soit pas rémunéré, il va devoir payer un minimum d'URSSAF. J'ai pas les montants en tête, mais Mmh. probablement qu'on doit être aux alentours de 1 500 à 2 000 € par an de forfait minimum à devoir payer aux URSSAF, même si le gérant n'est pas rémunéré. Ouais, donc il faut le prévoir. Il faut le Demain, prévoir, il faut faire un petit mmh, business plan parce que mmh ça enfin, selon le montant du revenu locatif, peut-être que ça peut être rédhibitoire. et oui, et oui. Voilà. OK. Ce qui n'est pas le cas en SCI ni en SAS. En SCI, Justement, le gérant non rémunéré ou en SAS, le président non rémunéré n'ont pas, dans tous les cas, n'ont pas de cotisation sociale à payer aux URSSAF. OK, intéressant. Voilà. Alors, c'est pour ça, on voit beaucoup, beaucoup de SCI, dans le parc immobilier, on va dire, et dans tous les gens qu'on rencontre. J'ai l'impression que c'est la solution par excellence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la SCI? Oui, bien sûr. Alors, la SCI, on a 2 types de SCI, la SCI à l'impôt sur le revenu ou la SCI à l'impôt sur les sociétés. La SCI à l'impôt sur le revenu, encore une fois, on va la privilégier lorsqu'on a besoin d'un complément de revenu. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investisseur qui vient te voir et qui a déjà suffisamment de revenus, que ce soit par son métier, que ce soit par ses, investissements, par ailleurs, il ne faut pas enfin, il n'est pas nécessaire de lui conseiller une société à l'impôt sur le revenu. Lui, l'objectif sera plutôt de la création De de patrimoine. Oui, il patrimoine a pas besoin d'avoir de l'argent en et voilà. plus et les revenus de salaire, Pourquoi? Parce que suffisent. l'idée, c'est que les biens immobiliers vont générer détenus par cette SCI, vont générer des revenus et ces revenus vont être automatiquement imposés dans sur son imposition sur le revenu à lui. Oui, D'accord? il y a pas d'histoire de je sors l'argent de la société en Exactement. payant une flat tax ou ce genre de choses. Là, les revenus, ils sont totalement imputés en fonction des parts qu'il détient dans la SCI. Exactement. Et ça peut avoir un effet pervers parce que lorsqu'on vient d'acheter son bien immobilier, eh bien, on doit techniquement chaque mois décaisser l'emprunt. Donc en réalité, même si fiscalement et comptablement, il y a un revenu qui va être dégagé en fin d'année, en réalité, ce revenu n'a aucune réalité matérielle, c'est-à-dire il n'y a pas de trésorerie affectée à ce Ouais, revenu. On peut parfaitement avoir généré, je ne sais pas moi, 50 000 € de revenus annuels, mais en réalité, il y a aucun virement qui est fait de la SCI vers l'associé tout à fait. à hauteur de 50 000 €. Pourquoi? Parce qu'on a payé l'emprunt. Oui.
En Et fait, c'est en c'est ces revenus qui sont pris en compte dans le calcul de l'impôt en c'est propre? ça. Ces revenus n'auront une Mmh, réalité matérielle qu'au moment où la banque aura été entièrement payée. À ce totalement. moment-là, effectivement, il y aura une réalité matérielle. Donc, si on veut faire de l'investissement et qu'on n'a pas besoin de complément de revenus, j'aurais tendance à conseiller la SCI avec un impôt sur les sociétés. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que, la société va être relativement opaque, donc les loyers qui vont être perçus par la société vont intégrer le compte de résultat de cette société, Mmh. vont être déduits toutes les charges déductibles, toujours pareil, hein, encore une fois, les intérêts d'emprunt, l'amortissement du bien cette fois-ci, ce qui n'est pas le cas à l'impôt sur le revenu, Et oui. les frais des travaux de rénovation, et cetera. Déduction faite de ces frais, on va avoir ce qu'on appelle un résultat fiscal imposable, d'accord? Donc admettons, je ne sais pas, 50 000 € de loyer à l'année, 20 000 € de frais, tout compris, il Mmh. reste 30 000 € imposables à l'impôt sur les sociétés. Et bien là, on applique le barème de l'impôt sur les sociétés, donc soit 15 soit 20, En fonction voilà, des soit 25 montants? pardon, selon le seuil, Mmh. selon l'assiette taxable. Et une fois qu'on a payé son impôt sur les sociétés, il reste le résultat fiscal, net, résultat comptable et fiscal net, et c'est ce résultat-là qui peut être distribué aux associés. OK, Pour sortir cet argent, s'il y a de l'argent, c'est là qu'il faut passer par la case flat tax, OK, d'accord? Donc sur une SCI, ça sera 30, OK. d'accord? Donc là, encore une fois, le profil d'investisseur dont on parlait n'aura pas besoin Et de sortir cet et oui, argent. c'est pas le but, c'est pas Ce ne sera pas le l'objectif, but. initial, ouais. L'objectif, ça va être de garder de la trésorerie et encore une fois, pendant toute la durée de l'emprunt, il faut pas trop se leurrer, sauf s'il a fait un investissement extrêmement rentable, c'est-à-dire peu cher par rapport au loyer revenu, Mmh. au loyer dégagé. Techniquement, il n'y aura pas de trésorerie dégagée. Ouais. Par D'accord? contre, ce qui est génial, c'est que, il y a ces revenus, on déduit, on fait du réel, on fait de l'amortissement et on paye que 15 dessus, quoi. Si on est sur le barème standard. Exactement, Alors que quand on regarde, par ailleurs sur du propre, c'est pas 15 quoi, la exactement. Alors, ce finalité. qui ce qu'il faut savoir, l'inconvénient de la SCI à l'IS, c'est si le dirigeant doit revendre le bien immobilier. Alors, s'il le revend rapidement, c'est pas très grave. S'il le revend au bout de 30 ans, Heu, la valeur du bien immobilier comptable sera de zéro puisqu'il aura été entièrement amorti, Amorti, OK. d'accord? Admettons qu'il l'ait acheté 300 000 €, comptablement, au bout de 30 ans, il vaut zéro. Et s'il est revendu, par exemple, 400 000 €, eh Il bien la il va payer une plus-value sur 400 000 et sur une voilà, assiette énorme. la plus-value est de 400 000 €, Et donc oui. l'impôt sur les plus-values, en l'occurrence, ce sera l'impôt sur les sociétés, hein, qui va être, appliqué sur cette plus-value-là, sera l'assiette fiscale imposable sera de 400 000 €, ce Donc qui est là, vraiment ça important. peut taper ça peut Et taper voilà. fort. Donc, encore une fois, si l'investisseur a envie d'acheter, rénover et revendre rapidement après quelques années seulement de location, on peut partir sur une base impôt sur les sociétés. Et si son objectif, c'est de revendre 30 ans après, c'est une option qui est un peu compliquée. Maintenant, Mmh. vous me direz, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir ce qu'on fera dans 30 ans? Et ouais, et Ça me ouais, paraît un petit peu ouais. compliqué. Je me suis amusé, en préparant là l'émission. J'ai fait, un petit calcul, sur une SCI à l'IR, une SCI, à l'IS. Il y a en effet une différence, sur de la plus-value, assez notable, hein, un peu plus du double. Mais après en soi, par rapport aux économies d'impôts, quand on remet tout l'un dans l'autre, il y a pas un écart énorme. À titre d'info, dans mon exemple, hein, je vais pas redire les chiffres que j'avais pris, mais on était sur du, 15 000 € de plus-value, sur à l'IS et 7 000 € de plus-value à l'IR Ouais. et à la finalité, il y avait 4 000 € d'écart entre les 2. Pendant Au bout c'est des un 10 ans. Au bout des c'est un 10 bien que ans. tu as loué pendant 10 ans? Ouais, et donc du coup, finalement, est-ce que les 4 000 € sur les 10 années, c'est quelque chose d'énorme ou pas? Ça, après, c'est à chacun de voir. Mais, si cette, SCI à l'IS a permis de faire d'autres choses à côté et ça se regarde, quoi. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Si Mmh. c'est un bien, il faut comparer un régime IR-IS avec de la location. Si c'est Mmh. un bien qui est loué, l'effet de levier, il est quand même considérable. Exactement. Il est vraiment considérable, notamment si les loyers sont importants. L'effet de levier en termes d'économie d'impôt, hein, Mmh. et au bénéfice, à l'avantage de la société à l'IS. En revanche, si c'est uniquement une question de revente, il faut calculer au bout de 30 ans pour que ce soit, et c'est ça qui est intéressant. Si on ne calcule pas la revente au bout de 30 ans, effectivement, l'effet de levier n'est pas très important. Ouais, ouais. D'accord?
Donc il faut comparer un petit peu ce qui est comparable. Mmh. Il faut avoir des calculs un petit peu, entre guillemets «extrémistes». C'est-à-dire soit on prend, une D'accord. société où on revend immédiatement et là effectivement il y aura pas trop d'impact. En revanche, si on fait une revente au bout de 30 ans, l'impact entre l'IS et l'IR, il est énorme. Bien sûr. Il est Mais absolument après, si on énorme. l'a gardé 30 ans, logiquement, c'est pour c'est des départs. Ouais, ou plutôt pour Ouais, la transmettre aux pour la enfants. transmettre aux enfants, Ça ouais. sera plutôt Ouais, ça ouais, effectivement. ouais. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir une société dans laquelle il y a quand même pas mal de cash. Mmh Au mh. bout de 30 ans, on a fini de payer l'emprunt. Il y a du cash qui tombe parce que les loyers ne sont plus contrebalancés par le paiement de l'emprunt. Donc au bout de 30 ans, on peut commencer à réfléchir à créer ce qu'on appelle une foncière cette fois-ci. D'accord. C'est-à-dire que c'est une société qui aura du cash et qui va permettre justement de faire de nouveaux emprunts pour acheter de nouveaux biens immobiliers. OK. Et on peut considérer peut-être qu'à partir de 5, 6, 7, 10 appartements, le cash généré chaque mois est suffisamment important pour que ça devienne une activité professionnelle Et oui, et pour oui. cet entrepreneur-là. C'est le but de beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs, Bien hein, sûr. qui se donnent, des objectifs professionnels comme ça, ouais. Ouais. Mais il faut pas se mentir, c'est en règle générale les parents qui font l'effort et les Ouais. enfants qui en profitent, Ouais, parce que 30 ans, ça fait quand même c'est vraiment, et ça non. long terme, quoi, Ouais, hein, tu peux, partir sur, un 20 ans de détention. Après, je peux créer ma foncière parce que je commence à avoir une certaine assise ou pas? j'ai pas compris. Les crédits sur l'investissement locatif, généralement, c'est 20 ans. Oui. Est-ce qu'au bout de 20 ans, tu peux te dire, dans ma SCI: «Bon, bah, à 20 ans, j'ai plus de crédit» et donc du coup, à partir de là, tous les revenus qui vont tomber, ça va être, du cash pour la société et donc du coup, je peux partir dès à 20 ans sur de la foncière? Oui, c'est des calculs qu'on peut faire. C'est Après, c'est un faisable? business plan. Ouais. Moi, je rencontre rarement ce profil d'investisseur-là. Ça m'est arrivé, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, ce sont des investissements qui ont été faits par les parents ou les grands-parents. Moi, le profil que je rencontre et que tu vas sans doute plus rencontrer, c'est le chef d'entreprise Mmh. qui a déjà sa société qui fonctionne bien, ce qu'on appelle une société opérationnelle, et qui a besoin de réinvestir son cash, le cash généré par son entreprise, opérationnelle, d'accord? Et c'est Un là restaurant, une voilà, boulangerie, un restaurant, n'importe quoi, hein. exactement, une Mmh. activité professionnelle, agricole, commerciale, Mmh. industrielle, libérale, peu importe. Et c'est là que l'on va pouvoir discuter de l'effet de levier de la société holding. Je ne sais pas si tu voulais l'aborder Vas-y. maintenant? Ah oui, vas-y, vas-y, ça s'y prête parfaitement, là. Voilà, alors le but c'est quoi? C'est voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai bien réussi dans ma vie, j'ai 45 ans, j'ai, 200 000 € de cash dans ma société et j'aimerais m'en servir pour commencer à faire de l'investissement pour ma retraite. D'accord? Comment sortir cet argent? Solution numéro un, je prends cet argent en salaire. Donc sur ces 200 000 €, il y a 100 000 € qui vont partir en cotisation sociale et en impôt sur le revenu. Eh oui, eh Donc oui. finalement, je n'aurai plus que 100 000 pour investir. Un peu Sol un peu du gâchis quand même. c'est un peu du gâchis. Solution numéro 2, je les prends en dividendes. Alors là, ça dépend si je suis en SARL ou en SAS, mais techniquement, si je suis en SAS, j'aurai 30 de PFU à payer. Si je suis en SA PFU, pour les non-initiés? prélèvement forfaitaire unique. OK, Donc c'est 30, c'est un acompte d'impôt sur le revenu et un acompte de cotisation sociale. d'accord. Et c'est libératoire, c'est-à-dire que je paye 30, j'ai plus rien à payer. Alors ce qui OK. est assez avantageux, hein. Encore une fois, sur 200 000 €, payer 30, ça fait encore 60 000 € qui s'envolent dans la fiscalité. Donc j'aurais plus que 140 000 à investir. Si je suis en SARL, techniquement, ça dépend si je suis associé majoritaire ou pas. Si je suis associé majoritaire, ce qui va être Mmh. généralement le cas, je vais avoir mon PFU à 30 plus des cotisations sociales complémentaires selon le montant du capital social, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Globalement, j'aurai 50 à 55 d'imposition. Donc là, encore une fois, c'est pas C'est forcément costaud, ouais. satisfaisant. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est quoi? On va créer ce dirigeant-là va créer une société holding qui va détenir les titres de sa société opérationnelle. Donc c'est plus lui qui sera associé, ça sera sa société holding. Puisque l'associé principal, est une personne morale, lorsque la société opérationnelle va distribuer ses dividendes, les dividendes vont remonter dans la société holding sans avoir à payer de prélèvement forfaitaire unique. D'accord? Donc imaginez qu'il y ait ces 200 000 € de dividendes à distribuer, eh bien ces 200 000 € vont intégrer, le compte bancaire de la holding sans avoir à payer de fiscalité. OK.
Ensuite, cette Il y en a société une petite minime, ouais, il y a micro, une non, quote-part c'est de frais et je crois que charges sur 5. 100 000 €, ça fait 750 € sur 100 Ouais, 000 c'est €, complètement insignifiant, je ouais. n'en parle même pas. Oui, Je OK, n'en parle même pas. Globalement, tu remontes tes 200 OK. 000 € dans ta société holding. Ta société holding va créer, une société qui va porter le projet immobilier, une SCI ou autre, d'accord? Et elle va prendre une part. Moi, je conseille en général au minimum 5 à 10 de part dans la société qui va D'accord. porter le projet immobilier. Le reste du capital de cette société qui va porter le projet immobilier pourra être réparti entre le dirigeant, ton client, éventuellement ses enfants et son épouse, OK. d'accord? Ensuite, cette société holding donc qui a ces 200 000 €, elle va les prêter tout simplement à la société qui va porter le projet financier, d'accord? Donc il y a aucune perte. Je vous rappelle, la Eh oui. société opérationnelle avait 200 000, elle les a remontés dans le holding et la holding les prête en réalité à la société qui va porter le projet immobilier. Cette société, du coup, a 200 000 € de cash, elle va voir une banque et elle peut lever, peut-être Eh oui. 600 Eh à oui. 800 000 € Eh oui. et acheter ensuite, non pas un ou 2 mais Mais 4, 5, 6 appartements là selon là, la c'est un valeur. accélérateur, énorme. C'est un vrai accélérateur. Donc dans ce cadre-là, la société holding a vraiment du sens. Et en plus, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de transmission aux enfants. Comme je vous le disais, il suffisait de mettre, le fils, dans la société holding, même son épouse dans excusez-moi, pas dans la holding, mais dans la société qui va porter le projet immobilier. Ça coûte rien et on a d'ores et déjà réalisé la transmission du bien immobilier J'en suis sûr que à tu la as création. eh oui, je suis sûr que tu as beaucoup de clients, ils ont des montages, des trucs, il y a pas la holding où tu dois les Alors, accompagner, les prendre par la ouais, il faut main et ça il doit être, moi j'ai un client, typiquement, c'est un mec, en or, mais c'est un commerçant, il a le commerce dans le sang et il est pas du tout, dans l'analyse et dans tout ça. Il a des sociétés qui cartonnent, il en a plusieurs, il a des biens immobiliers, il avait pas de holding. Alors, C'était faut fou, faire quoi. attention, c'est pas un remède miracle à Mmh. tout, hein. Le dirigeant qui a besoin de cash dans la poche, la holding ne lui servira à rien. Eh oui. En revanche, le dirigeant qui a l'intention de patrimonialiser et de transmettre son patrimoine à ses enfants, la holding a du sens. OK, Voilà. OK, Pour avoir cet effet de levier, au niveau de la fiscalité, notamment de la fiscalité du PFU. OK. D'accord? Pour en revenir un petit peu au SCI, il y a quand même une petite subtilité dont on n'a pas parlé, tu m'en parlais avant l'émission. Moi, j'ai beaucoup de clients, ils sont en SCI et ils me disent: «Bon, bah, c'est bon, j'achète avec ma SCI». Ils sont à l'IR et ils achètent un bien typiquement pour faire du, loueur meublé non professionnel, Ouais. parce qu'évidemment, ils veulent profiter de cette niche fiscale, quoi. Mais il y a une petite subtilité et ça, il faut pas l'oublier, on n'entend pas assez parler. Et ouais, tout à fait. Donc ce que je voulais dire, c'est d'abord si cette personne-là a investi avec quelqu'un de sa famille, il serait opportun qu'elle transforme sa société en SRL de famille, ce qui serait plus adapté. Si c'est pas avec un ouais, C'est facile de le faire, le la migration? bah, c'est un acte juridique, il y a une assemblée générale, qui acte la transformation, statut modificatif et formalité auprès de l'INPI. D'accord, OK, D'accord? OK. Donc ça se fait. Ensuite, si cette personne a investi avec quelqu'un qui n'est pas un membre de sa famille, donc elle a acheté un bien immobilier qu'elle met en location nue pardon, avec l'avantage du LMNP et qu'elle est en SCI à l'IR, le fisc est tolérant uniquement si la part de revenus locatifs LMNP est inférieure à 10 des revenus locatifs globaux de la SCI. D'accord? Donc par exemple, Heu, si, ton client qui fait ça n'a qu'un seul bien immobilier et il est loué en mort. LMNP, Ah, il est mort. il est mort. Alors, il est Ouais. mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration fiscale va considérer que c'est une activité, commerciale et du coup, elle va requalifier le régime fiscal IR en IS, régime fiscal directement. IS. Et ouais. Alors, techniquement, au début, c'est pas très grave parce que ça n'aura aucune espèce d'implication puisqu'il va continuer à déduire l'amortissement. En revanche, s'il y a une revente du bien immobilier, c'est là que l'administration fiscale va faire jouer justement cette requalification. Parce que ton ami, ton client qui est en SCI à l'IR, lui, dans sa tête, il y a aucun problème. Il bénéficie de l'amortissement du bien immobilier. Il déclare ses revenus, son impôt sur le revenu chaque année, c'est-à-dire il déclare pas grand-chose. Et puis au bout de 15 ans, il va revendre le bien. Il va revendre le bien pensant qu'il bénéficie de l'avantage, des plus-values des Et oui. particuliers. Et c'est à ce moment-là que l'administration fiscale va dire: «Oh là là, attention, pendant les 10 ans, tu as loué ton bien, sous le Ah! régime LMNP. Ça Tu ça n'avais correspondait à 100 ça correspondait à du plus de 10. ouais. Donc moi, je considère qu'en réalité, tu es à l'impôt sur les sociétés. Donc sur ta période de location, je ne vais pas te redresser.
En revanche, je vais considérer que ton bien, au moment de la revente, ne vaut pas, je sais pas, 200 000 €, mais il vaut plus que 50 000 parce que en Il y a réalité, eu de tu as amorti le l'amortissement. bien Eh oui. et donc tu ne dois pas payer que tant de plus-value, mais plutôt tant. Voilà, Ouais, donc ils vont redresser sur la plus-value au moment de la d'accord, revente. d'accord. Ouais, C'est à donc la revente que le levier va se faire, ouais. OK, OK et donc du coup, pour reprendre donc un peu, la carte mentale du panel de, j'allais dire de sociétés, d'outils juridiques qu'on a à notre disposition. Alors, nom propre, si tu loues en nu, tu es au revenu foncier, tu ne déduis pas l'amortissement du bien. Nom propre, tu es en LMNP, tu fais de la location meublée, tu déduis l'amortissement du bien, c'est le régime le plus favorable. Si tu es en société, moi je consi enfin là spontanément, il y a, je vois 3 types de sociétés: SCI, SAS, SARL. OK. Il existe aussi bien d'autres Des sociétés et on rentre dans de la SASU, vraie des ingénierie, ça devient beaucoup plus complexe et c'est pas audible sur un podcast. OK. Hem, SCI, la question qui va se poser, est-ce qu'on est en SCI à l'IS ou à l'IR? On en a déjà parlé. On te met à l'IR si tu as besoin de complément de revenus. Si tu as pas besoin de complément de revenus, il faut être à l'IS. Tu IS. bénéficies d'une opacité, grâce au fameux, régime impôt sur les sociétés. L'inconvénient, c'est au moment de la revente du bien, si tu revends au bout de 15, 20, 30 ans. OK, Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on passe sur une SARL ou une SAS? OK. D'accord? C'est quoi l'avantage par rapport à une SCI? À partir du moment où tu es sur un régime, fiscal impôt sur les sociétés, il y a pas d'avantage particulier, ça sera exactement la même chose. L'avantage que je vais voir, c'est plutôt sur de la SAS. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de faire de l'ingénierie juridique. Je m'explique, on peut créer des choses type pacte d'actionnaires, on peut créer des choses type, droit de vote double et cetera et cetera. Alors ça peut paraître flou comme ça, mais ça devient intéressant au moment justement des transmissions et des donations. Je te donne un exemple. Ton client, c'est un dirigeant, il a 50 ans, il a créé un joli patrimoine immobilier, dans une SAS, d'accord? Et il envisage de faire la donation, enfin d'anticiper la donation, la transmission et de faire la donation à ses enfants. Il a par exemple, un fils qui a une vingtaine d'années et il souhaite lui donner, les parts sociales. Alors qu'est-ce qu'on fait en règle générale? L'idée, c'est de dire, «Je donne la nue propriété des parts sociales à mon fils». D'accord? Sauf que là, la question qui va se poser, c'est, la gouvernance de la société. La Eh gouvernance de oui. la société, ça veut dire qui va voter aux assemblées générales. L'usufruitier, Et voilà, le nu propriétaire, et le droit civil dit techniquement, le principe, c'est que c'est, le nu propriétaire qui vote aux assemblées générales, sauf pour la décision d'affectation des bénéfices. D'accord? d'accord. Et là, va faire accepter à un dirigeant, Qui que a c'est monté son ça toute qui sa vie. voilà, qui a monté ça toute sa vie, que c'est son fils qui va prendre les décisions pour lui au moment des assemblées générales, c'est pas possible. Et c'est là que l'avantage de la SAS devient intéressant, c'est qu'on peut créer des droits de vote, différés. Par exemple, on peut considérer que je sais pas moi, les 10 premières actions, elles ont un droit de vote triple, alors que toutes les autres actions n'ont qu'un droit de vote simple. D'accord. Et avec ce jeu-là, on peut faire en sorte que que le dirigeant donne, par exemple, je sais pas moi, 90 actions sur 100, mais et donc lui, il ne garde que 10 actions, mais que ces 10 actions lui confèrent la majorité des droits de vote. D'accord. Ce qu'on ne peut pas faire sur une SARL ou sur D'accord. une SCI, d'accord? D'accord. Donc on peut avoir ce type d'ingénierie, on peut faire, ensuite des pactes d'actionnaires et cetera. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire de la donation tout en conservant le contrôle de la société. D'accord. Voilà. OK et SS aussi, est-ce que c'est pas aussi une forme de société, que beaucoup de marchands de biens ont ou des personnes qui font de l'investissement sur des locaux commerciaux, ce genre de choses? Alors là, tu es sur des profils dont c'est le métier, Mmh. d'accord? Ouais, Donc c'est vraiment leur activité voilà, on quoi, n'est leur plus sur de métier. l'investissement, immobilier annexe à son métier. Là, c'est ton vrai métier. Alors là, du coup, on est sur tout à fait autre chose. La question, c'est est-ce qu'on va partir sur une SARL ou sur une SAS? OK. Donc là, c'est pareil, 2 questions. Enfin, première question, est-ce que tu as besoin d'un revenu mensuel ou est-ce que tu as besoin uniquement d'un revenu Dividende, annuel? ouais. Voilà. Si tu as besoin d'un revenu mensuel, attention à la SAS parce que le président, rémunéré de manière mensuelle, c'est comme un salarié. Donc si ton client veut 1 000 € net dans la poche, ça va coûter 2 000 à la D'accord. société. Tandis que s'il est en SARL et qu'il est le dirigeant majoritaire dans le capital, à ce moment-là, je fais une cote très mal taillée, mais globalement, s'il a besoin de 1 000 € net dans sa poche, ça coûtera 1 500 € à D'accord. la société. Donc on OK. voit là sur une rémunération mensuelle de dirigeant, il y a une petite optimisation qui est faite au niveau de la D'accord. SARL.
D'accord. d'accord? En revanche, à contrario, au moment de la distribution des dividendes, la SARL avec un dirigeant majoritaire, elle va être moins avantageuse que la SAS. D'accord. D'accord? OK. Donc si tu as un profil type, je sais pas moi, quelqu'un qui a été salarié, qui vient d'être au chômage, qui a 18 mois de chômage devant lui et qui a envie de faire un petit peu d'investissement, ça peut être intéressant qu'il se mette en SAS, dirigeant non rémunéré. Donc il prend pas de Il rémunération, sa profite REM, ça pendant les sera là. 18 mois de son chômage et Voilà. par contre à la fin, Et au il moment au moment où le chômage est terminé et qu'il a besoin de prendre une REM, une vraie REM mensuelle, on peut transformer la SAS en SARL génial. et revenir sur le Ouais, régime ouais, initial. ouais. D'accord? C'est vraiment un métier, on s'en rend compte. Merci Anthony. Avec plaisir. Non, mais c'est vrai que on se rend compte, quoi qu'il arrive, que OK, j'ai de l'investissement locatif, j'ai du patrimoine, heu, la la base de tout quoi, c'est quels sont mes objectifs quoi? C'est Et ouais, il et tu faut vois, quand on faut ouais, bien démarre un sûr. projet immobilier, moi, quand j'ai des clients et qu'on fait une découverte ensemble, ils ont même pas encore acheté, la première question, c'est: «Quels sont vos objectifs?» Et en fait, c'est la base de tout, Et même dans c'est ton très métier difficile, quoi. hein. C'est très difficile Ouais, parce qu'on demande à nos clients de se projeter parfois sur 20, 30 ans, ce qui est presque contre nature. et ouais. D'accord? Donc je pense qu'il faut revenir à des questions simples, le fameux complément de revenu ou pas, l'objectif de faire du patrimoine ou pas, l'objectif de transmettre à ses enfants ou pas, voilà. Faut revenir à des questions assez simples et notre cible d'investisseur pour créer des sociétés, c'est celui qui veut uniquement créer du patrimoine et transmettre à ses enfants, voilà. Celui qui veut de l'argent dans la poche, il faut qu'il soit à l'IR et il faut pas de holding, Ouais. pour faire simple. Voilà. D'accord, OK. Hem, est-ce que la société peut des fois être avantageuse? Une bêtise, j'ai, un bien, il y a pas de crédit dessus. J'en achète un deuxième. Je crée une SCI parce que j'achète avec ma femme et que j'ai pas besoin de revenus. Je veux patrimonialiser pour mes enfants pour plus tard. Donc je fais une petite SCI à l'IS, par exemple. Ouais. Heu, est-ce que cette SCI, elle peut m'aider à me racheter à moi-même mon bien? Tu vois ce que ça s'appelle les Oui, OBO, je crois. ouais, l'ordinaire Tu buyout, ouais, tout à fait. c'est pas mal ça, non? Ça peut être une Toujours solution pareil, aussi? ça La dépend de société l'objectif. Le ouais. le ce qui peut être alors, moi je le déconseille par exemple sur la résidence principale parce que la résidence principale bénéficie d'un statut fiscal quand même avantageux. Mmh. Effectivement, si, par exemple, un profil, classique, tu as un client qui a une trentaine d'années, les grands-parents sont décédés et il hérite d'un bien, je sais pas moi, d'un chalet à la montagne. OK. Il en hérite en nom propre et lui, il a besoin de cash. Ça peut être effectivement intéressant que ton client crée une SCI ou une SARL de famille avec son frère, par exemple, D'accord. que cette société lève, des fonds auprès d'une banque et lui rachète à lui-même son bien immobilier. Là, effectivement, ça aura un effet de levier, c'est qu'il va générer du cash grâce à l'emprunt immobilier et on Et repart sur les schémas dont on mais parlait tout à l'heure, hein. exactement. Mais c'est là où là, on est vraiment dans l'optimisation, pure grâce à l'outil, juridique, quoi. C'est Tout à fait, génial. Ouais. tout à fait OK. et ça lui permettra, grâce à ce cash, soit de réaliser son projet dont il avait besoin, je ne sais pas quoi, soit Mmh. de réinvestir, dans d'autres biens immobiliers, dans cette société-là. OK, super. On a tout balayé. Qu'est-ce que tu en Ouais, il me penses? semble. Je pense que c'est plutôt clair. Grosso modo, ce que moi, j'en retiens, c'est que quoi qu'il arrive, quand vous entendez des gens, je le vois souvent en repas de famille: «Ah mais non, mais de toute façon, faut acheter en SRL familial. Ah bah non, faut acheter en SCI». En fait, il y a pas de «il faut». C'est chaque structure et chaque chose sera C'est organisée ça. en fonction de tes objectifs, Il y a une de solution pour ton tout, c'est ça qui est intéressant. exactement, exactement. Il Il y y a a une un outil solution pour tout. il y a un outil pour chaque problématique, chaque besoin. Mais un outil sera pas forcément adapté à une personne et peut-être adapté à moi. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut, c'est bien se faire accompagner au Mmh. moment de C'est ce la que de j'allais la dire. création de la société, Mmh. enfin de la création du projet. Mmh. Un petit laïus, la création d'une société, c'est quelque chose qui est assez, qui peut être assez simple à faire. On peut le faire soi-même. Il y a des statuts qui sont, en libre accès. On peut aller à CCI, je crois que ils Mmh. mettent à disposition des statuts de tout type de société gratuitement. Enfin, créer une société, ça a pas vraiment de plus-value. On peut le faire soi-même gratuitement. On peut se faire accompagner. Il y a des legal tech aujourd'hui qui Mmh. existent. Pour une Bon, centaine d'euros, on peut se faire accompagner après, pour créer une quand même, société. créer une société, c'est pas comme aux États-Unis où on remplit un formulaire, c'est fait, quoi. Il y a quand même, Il faut des rédiger démarches, des hein? statuts, il Ouais. faut rédiger des statuts, Mmh. mais si on est seul enfin, tant qu'on est seul, créer une société, pour moi, c'est pas très complexe. On peut se contenter de voir une legal tech ou d'avoir des statuts, des modèles gratuits. À partir du moment où on commence à être 2 ou plus,
À partir du moment où même si surtout si on est en famille, c'est là qu'il peut y avoir des problématiques. Ouais, tout à fait. Moi, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par des professionnels parce qu'il faut intégrer des clauses d'exclusion, des clauses des clauses dans les statuts qui vont anticiper les problématiques et éviter justement les situations de blocage. On a au cabinet énormément, énormément de contentieux qui sont liés au fait que les gens ne se sont pas fait accompagner à la création. Ils ont négligé cette phase de conseil et ils s'en mordent les doigts Eh oui. parce qu'in fine, ça implique la liquidation judiciaire de la société et la vente au rabais de tous les Et ouais, investissements, et que ce ouais, soit professionnels ou et ouais, immobiliers, qu'ils ont fait. Donc ouais. attention, si on est seul, il y a aucun problème. À partir du moment où on est 2 ou plus, faites-vous accompagner par quelqu'un qui a l'habitude de rédiger des statuts, voire même qui a l'habitude de gérer des contentieux, entre associés parce que, là est la plus-value. Voilà ce que En j'avais à dire. en l'occurrence, typiquement, le métier d'Anthony, donc je vous mettrai en bas, en légende de cette vidéo, un maximum de liens pour pouvoir, contacter Anthony. Je crois que tu es un peu comme moi, tu aimes bien aussi tout ce qui est, réseaux sociaux, tout ce qui est, échange Bien entre sûr. êtres humains. Je pense que c'est tout ce qu'on aime dans nos métiers aussi. C'est le plus important, Ouais, on rentre toujours un petit peu dans l'intimité des ouais, clients, c'est génial. au niveau de ces projets d'investissement. Donc oui, Mmh, bien sûr, mmh, je suis pa mmh. passionné par ces échanges-là. Eh beh, écoute, en tout cas, c'était un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de ta venue. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si on n'a pas assez approfondi un sujet. Voilà, Anthony est à Toulon, son cabinet était vraiment à Toulon en centre-ville. Moi également, je suis sur le bord de mer au Mourillon, je crois que nos bureaux, on doit être à 2 kilomètres d'écart. Donc Exactement. s'il faut vous refaire une vidéo sur d'autres thématiques, d'autres sujets, n'hésitez pas à commenter, à nous en faire part et on vous y répondra avec grand plaisir. Merci Anthony, à bientôt. Merci Thomas, merci à tous, au revoir. Allez, au revoir.